race des Turcs, ou Turcomans, car ils ont la même origine, était dans le principe une nation septentrionale, tout à fait barbare et sans résidence fixe. Les Turcs, vagabonds, se transportaient çà et là, cherchant partout de bons pâturages, ayant nulle part, ni ville, ni établissement, ni cité permanente. Lorsqu'ils voulaient partir, ceux de la même tribu s'avançaient ensemble, ayant à leur tête un des hommes les plus considérables de leur tribu. Comme une sorte de prince, toutes les contestations qui s'élevaient dans la même tribu lui étaient soumises. L'une et l'autre des parties intéressées obéissaient à sa décision, et nulle d'elles n'aurait impunément tenté de s'y soustraire. Dans leur émigration, ils transportaient avec eux toutes leurs richesses, leurs haras, leurs gros et leurs menus détails, leurs esclaves, hommes et femmes. C'était ce qui composait leur fortune. D'ailleurs, en aucun lieu, ils ne s'adonnaient à l'agriculture. Ils ignoraient complètement les contrats de vente et d'achat et ne se procuraient que par voie d'échange tout ce qu'il pouvait être nécessaire à leur subsistance. Lorsque de bons herbages leur inspiraient le désir de dresser leur tente en un lieu et de s'y arrêter quelque temps sans être troublés, ils avaient coutume d'envoyer quelques-uns de ceux jugés les plus sages dans leur tribu au prince du pays où ils arrivaient. Ils concluaient des traités sous les conditions agréées réciproquement, s'engageaient à payer au prince certaines redevances stipulées, et alors ils demeuraient là selon les conventions, vivant au milieu des pâturages et des forêts. Une multitude innombrable de ces Turcs, ayant marché en avant et séparé du reste de la population, arriva sur les frontières de la Perse, et y trouva un pays qui lui convenait parfaitement. Ils payèrent au roi qui gouvernait alors le tribut dont ils étaient convenus dès leur arrivée, et ils demeurèrent pendant quelques années plus longtemps qu'ils n'avaient coutume de faire. Leur population s'accrut considérablement, et il n'y avait pas de raison pour qu'elle n'augmentât pas à l'infini. Le roi et les indigènes, ayant en quelque matière le pressentiment de l'avenir, commencèrent à redouter cet accroissement. On tint conseil, et on résolut de les expulser à main armée des frontières du royaume. Cependant, on changea bientôt d'avis. On jugea qu'il serait plus prudent de les fatiguer par toutes sortes d'exigences et d'ajouter de nouvelles charges irrégulières à celles qu'on leur imposait d'habitude, jusqu'à ce qu'ils prissent d'eux-mêmes le parti de se retirer. Pendant plusieurs années, ils supportèrent tous ces affronts et l'énorme fardeau de tribus qu'on leur arrachait. Mais enfin, ils arrêtèrent dans leur conseil de ne plus s'y soumettre, et le roi de Perse, en ayant été informé, leur envoya un héros avec l'ordre d'avoir à sortir de ces états dans le délai qui leur fut assigné. Ils traversèrent le fleuve Gobar, et ce fut pour eux une occasion de voir plus facilement et mieux qu'ils n'avaient pu jusqu'alors l'immensité de leur population. Comme ils avaient toujours vécu séparés les uns des autres, ils ne connaissaient ni leur nombre, ni leur puissance. Ils s'étonnèrent alors qu'un peuple aussi considérable eût pu supporter les mépris d'un prince quelconque et se soumettre à tant de persécutions et à des tributs si onéreux. Ils reconnurent avec certitude qu'ils n'étaient inférieurs en nombre ni en force au peuple de Perse, ni à aucune autre nation, qu'enfin il ne leur manquait pour occuper à main armée les pays voisins qu'un roi tel que les autres peuples en avaient. S'étant donc arrêtés d'un commun accord au projet de se donner un roi, ils firent une revue complète de leur immense population et y reconnurent 100 familles plus illustres que les autres. Ils ordonnèrent que chacune de ces familles apporterait une flèche et en forma ainsi un faisceau de 100 flèches. Le faisceau fut recouvert, on fit venir un jeune enfant innocent, on lui prescrit de passer la main sous le voile et d'en retirer une seule flèche. Après avoir publiquement arrêté que celle que le sort amènerait
désignerait la famille dans laquelle on prendrait le roi. L'enfant tira la flèche de la famille des Seldjouks. Il fut alors convenu entre tous, conformément à la décision préliminaire, que le roi futur serait pris dans cette tribu. Puis, on décida de la même manière que l'on élirait dans la même tribu les 100 hommes qui seraient reconnus élevés au-dessus des autres par leur âge, leurs mœurs et leurs vertus, que chacun d'eux apporterait sa flèche avec son nom inscrit dessus. On forma un nouveau faisceau qui fut recouvert avec beaucoup de soin. L'enfant, le même, ou peut-être un autre, reçut également l'ordre de retirer une flèche. Et celle qui l'amena porta encore le nom de Seldjouk. Seldjouk était un homme très considérable, noble et illustre dans sa tribu. D'un âge avancé, mais conservant encore toute sa vigueur, il avait une grande expérience militaire et, par son bel extérieur, possédait la majesté d'un grand prince. Les Turcs le mirent à leur tête d'un consentement unanime, l'élevèrent sur le trône royal, lui rendirent aussitôt tous les témoignages de respect qui sont dus au roi, et chacun adoptant le traité d'union vint s'engager de sa personne et par serment à obéir aux ordres du nouveau souverain. Celui-ci, usant sans retard du pouvoir qui venait de lui être conféré, expédia de tous côtés des héros et fit proclamer que l'on eût à repasser le fleuve, qu'après l'avoir traversé, toutes les légions eussent à occuper à main armée le pays des Perses qu'on avait abandonné peu auparavant et à s'emparer en même temps de tous les royaumes environnants, de peur que le peuple ne fût forcé de nouveau à errer dans les régions éloignées et à subir le joug insolent d'une autre nation. En peu d'années, ils conquirent non seulement le royaume des Perses, mais même tous les autres royaumes de l'Orient, car ils domptèrent les Arabes et les autres nations en possession de l'Empire. Ainsi, un peuple vil et abject parvint rapidement au plus haut degré de puissance et domina dans l'Orient.